Il était samedi face aux députés dans le cadre des discussions sur le budget de la sécurité sociale. Sébastien Lecornu sait qu'il doit trouver une majorité pour le vote de demain. Le Premier ministre a même fait une publication sur Facebook samedi à l'aube pour annoncer qu'il continuerait à faire des propositions d'amendement, et ce jusqu'au dernier moment. Mardi se tiendra encore un dernier débat essentiel, le budget de nos hôpitaux. Le gouvernement fera une dernière proposition transparente et responsable qui devra être financée par des mesures structurelles. Des doutes commencent même à émerger au sein du bloc central et chez les Républicains, le président du parti Bruno Retailleau appelle ses députés à ne pas voter en faveur du budget. C'est un des pires PLFSS depuis des années. Toujours plus de déficit, plus d'impôts, et c'est une politique aussi antilibérale. Je pense notamment aux médecins libéraux. Donc pour moi, ce texte n'est pas votable. De leur côté, la France Insoumise et le Rassemblement National restent sur leur position, en mettant en cause la méthode du gouvernement et en espérant sa chute. Sur l'article 53, un amendement du gouvernement qui a été défendu. On ne sait même pas comment a été défendu. Quelle que soit notre position, on ne sait même pas ce qu'il y avait dans cet article. Pourquoi le gouvernement le dépose? Sérieusement, c'est pas responsable, quoi. Pourquoi il faut une dissolution? C'est qu'il faut vraiment un autre plan politique pour faire des économies, pour rétablir les comptes et relancer. Vous souhaitez notre toujours pays. aujourd'hui cette dissolution? Mais plus que jamais, parce que les débats budgétaires que nous avons montrent que la Macronie est complètement agonisante, non seulement politiquement, mais intellectuellement. Il n'y a plus de ressort, il n'y a plus d'idées. En cas d'échec du vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale, ce serait un désaveu pour Sébastien Lecornu. Une absence de texte sur cette partie pourrait entraîner un déficit de 30 milliards d'euros l'année prochaine, selon le ministère de l'économie. Et pour parler de ce débat budgétaire à suspense à l'Assemblée nationale, j'accueille sur ce plateau Aurore Malval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grande reporter au service politique du magazine Marianne. Et j'accueille également, comme chaque lundi, Yves Tréhard. Bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Aurore Malval, est-ce que Sébastien Lecornu peut réussir son pari et faire passer sans majorité ce budget de la sécurité sociale? Alors en tout cas, il s'y emploie. Bon, au moins, il mouille la chemise. Il mouille la chemise, Sébastien Lecornu. Et c'est vrai en tout cas, il semble avoir réussi des petits pas là où on ne donnait pas grand cher de sa peau il y a encore quelques semaines. Alors, tout est possible, c'est-à-dire qu'on a quand même un suspense, une dramaturgie qui est soigneusement entretenue d'ailleurs par tous les acteurs qui participent à c'est un petit peu ce pantomime du budget, mais en fait on pourrait en rire, mais c'est pas très drôle parce que c'est l'avenir aussi des Français qui est concerné. Est-ce que ça va passer ou pas mardi? C'est difficile de le dire puisque tous les groupes politiques n'ont pas encore arrêté leur position. On voit que le budget, enfin ce vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est menacé à la fois sur sa gauche et sur sa droite. Et lorsqu'on fait un geste, lorsque Sébastien Lecornu fait un geste pour ramener un peu à gauche, eh bien, mathématiquement, il perd aussi ce qu'il y a à droite. Donc, va-t-il réussir ou pas? C'est très compliqué de le dire aujourd'hui. En tout cas, il est arrivé à un point où beaucoup n'auraient même pas réussi à aller. En tout cas, vendredi dernier, le Premier ministre a réussi à faire passer la première partie de ce budget de la sécurité sociale sur les recettes, notamment après un compromis entre la gauche et la droite sur une hausse de la CSG sur le capital. Yves, est-ce que Sébastien Lecornu, quand même, maîtrise cet art du compromis? Est-ce que ça pourrait le faire réussir? Ah oui, il maîtrise. Il est assez fort là-dessus. On peut dire qu'il s'y prend, il y met beaucoup d'énergie, mais il est malin, il est rusé comme un vieux briscard, alors qu'il est quand même plutôt jeune. C'est un jeune Premier ministre. Et il est assez doué. Alors après, si vous voulez, il y a l'exercice de la politique, l'art de la négociation, du compromis, ce qu'il maîtrise parfaitement, et puis il y a le résultat de la copie. Et on va pas se mentir, la copie, elle est nulle. C'est une copie qui est dépensière, c'est une copie qui n'a pas tellement de logique non plus, puisque... C'est un budget de compromis avec la gauche. Un budget de compromis entre la gauche, la droite, enfin bon, c'est quand même un équilibre qui est très très précaire, et c'est pas comme ça, je veux dire, qu'on va redresser notre pays. Simplement, bon, je pense que le vote demain, il est assez essentiel, parce qu'il conditionne tout le reste. C'est-à-dire que si demain ça passe, bon, il y a des chances pour que le budget de l'État aussi passe, enfin, le projet de loi de finances passe dans la foulée. Ça voudra dire beaucoup de choses. Donc c'est vrai que l'expression est très galvaudée, mais c'est l'heure de vérité là. Pour le coup, c'est pas galvaudé du tout, c'est vrai.
L'heure de vérité pour Sébastien Lecornu, d'autant qu'il n'est pas vraiment aidé par son propre camp. Quand on entend les déclarations d'Édouard Philippe, des députés Horizon, qui estiment que ce budget est invotable, tout comme celle des LR et de Bruno Retailleau, pareil, qu'il ne veut pas que les députés LR votent ce budget. C'est compliqué pour le Premier ministre. Oui, c'est compliqué, mais en fait, c'est compliqué de par la période. Et en fait, chaque semaine qui passe, chaque jour qui passe nous amène encore plus près d'échéances électorales. Les premières, ce sont les municipales. Et évidemment, il y a aussi la présidentielle de 2027 qui est dans toutes les têtes. Mais ça, on le répète à peu près depuis la dissolution de juin 2024. Ce qui se passe avec Horizon, et d'ailleurs là, Sébastien Lecornu a quand même tapé du poing sur la table parce que Édouard Philippe, qui veut se présenter un petit peu comme le candidat de ce bloc central, tout d'un coup fait défaut. Et Sébastien Lecornu a dit, enfin entre les lignes, il aura quand même du mal à être notre candidat si là il ne nous accompagne pas. C'est vrai que ce socle commun, bon déjà il n'existe plus, hein, factuellement les LR, même s'ils sont encore au gouvernement, mais presque en dissidence, accompagnés de façon relative par les députés à l'Assemblée nationale. Et effectivement, même au sein du bloc central, ça se fissure un petit peu. Et je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, il y a le côté droit, donc c'est Horizon et les LR qui sont difficiles à convaincre parce qu'ils ont le sentiment que c'est le Parti socialiste qui a tenu la plume de ce budget et qui a rédigé toute la copie, ce qui n'est pas franchement exact parce qu'il n'y a quand même pas enfin, ce budget n'est pas un budget de gauche. Et de l'autre côté, par exemple, les écologistes. Les écologistes dont le gouvernement espère, et puis leurs alliés socialistes aussi espèrent l'abstention, et qui, pareil, ont dit mais non, Sébastien Lecornu ne nous écoute pas, nous n'avons pas pu peser sur ce budget, et tout se joue sur l'ONDAM. L'ONDAM, c'est justement la trajectoire des dépenses prévues pour le budget de la sécurité sociale, et notamment pour les moyens alloués aux hôpitaux. Et cet ONDAM, il était d'abord prévu à 2%, il est 2% d'augmentation, il est maintenant à 2,5%, les écologistes le souhaiteraient à 3%. Donc l'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'est ça, exactement. Et donc, les écologistes le souhaiteraient à 3%. Et dans le même temps, un amendement, le gouvernement voulait proposer un amendement justement pour le faire passer à 3% et pour essayer de s'allier le vote des écologistes. Cet amendement n'a pas été déposé. Il a été tout de suite retiré lorsque Gabriel Attal a appris que telle était la volonté du gouvernement. Et là, le bloc central, les macronistes et évidemment Horizon ont dit « Oh là là, mais si cet amendement est déposé par le gouvernement, c'est sans nous, nous allons voter contre ». Donc là, on voit bien la situation un petit peu inextricable dans laquelle est Sébastien Lecornu. Justement, du côté des macronistes, on va écouter leur chef à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, qui, contrairement à Édouard Philippe, dit quand même qu'il faudrait voter ce budget. On dit d'abord qu'on s'est battu et qu'on a travaillé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans l'hémicycle pour défendre nos positions, parfois avec succès. Je vous donne 2 exemples. Le gouvernement, dans le budget, proposait de taxer les tickets restaurants pour les salariés, les Français qui ont des tickets restaurants. On a réussi à empêcher que cette mesure soit mise en place. Je vous donne un 2e exemple. Le gouvernement souhaitait baisser le salaire des apprentis, des jeunes qui sont en apprentissage, en augmentant les charges salariales sur l'apprentissage. On a réussi à faire supprimer cette mesure. Il y a d'autres mesures qu'on n'a pas réussi à faire supprimer parce que le compromis nécessite que d'autres groupes qui sont aujourd'hui dans l'opposition aient pu défendre un certain nombre de mesures qui leur tiennent à cœur. Donc évidemment que ce budget n'est pas parfait, mais je crois qu'un budget parfait en pareille circonstance ne peut pas exister. Yves, dans le même camp, au sein du bloc central, on a d'un côté Édouard Philippe qui dit hors de question de voter ce budget, et de l'autre Gabriel Attal qui dit faut faire un effort, faut faire le compromis. Comme ils sont rivaux, quand il y en a un qui dit blanc, l'autre dit noir, et le contraire, quoi. C'est un peu le principe. C'est assez malheureux d'ailleurs. Bon, non, mais c'est vrai que je pense que Édouard Philippe a été inspiré par sa chute dans les sondages, où il s'est dit il faut que j'arrive à exister. Et c'est ça qui est problématique, si vous voulez, c'est que dans ce maelstrom budgétaire, les uns et les autres cherchent à exister de façon la plus distincte possible, et je dirais qu'il avait pris cette position qui est une position assez radicale. Je pense que le problème d'Édouard Philippe, c'est qu'il veut marquer des points à droite. Je pense qu'il a compris que c'était là que ça se jouait pour lui, politiquement, qu'il n'avait rien à gagner sur la gauche, que face au Rassemblement national, eh bien, il fallait qu'il incarne une droite solide, forte, où Bruno Retailleau semble avoir beaucoup de mal. Hein, et donc, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais
Il y a déjà eu l'épisode des retraites où il est allé très loin, puisque les retraites, il a proposé qu'on aille, que l'âge de départ à la retraite soit repoussé à 67 ans. Il prend des mesures comme ça, qui sont des mesures assez radicales pour se distinguer, mais est-ce que ça va être bénéfique pour lui? Je ne sais pas. On verra très vite si ça sera bénéfique pour lui ou pas. De toute manière, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que de se poser en héritier d'Emmanuel Macron, je ne dis pas que Gabriel Attal fasse ça, mais je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose non plus. Hein. Alors, autre actualité politique, ce week-end, dans son dernier livre écrit à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy affirme avoir assuré à Marine Le Pen qu'il ne s'associerait pas à un front républicain contre le Rassemblement national aux prochaines élections. Regardez ce que lui répondent Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, et Michel Barnier, l'ancien Premier ministre. Je préfère les positions politiques de Nicolas Sarkozy de 2007 Vous étiez son porte-parole de campagne à l'époque. Que les positions politiques de Nicolas Sarkozy en 2025. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait dire ça? À l'époque, combattait le Rassemblement national. Et par l'action et par des convictions, et par une fidélité aussi à ce qu'est le mouvement, à l'époque l'UMP, le mouvement de Jacques Chirac, aucune collusion avec les extrêmes. Il n'y aura pas d'alliance ni d'association avec les partis d'extrême droite. Je suis sur cette ligne qui a toujours été celle de ma famille politique. Pas d'alliance, pas de compromission. En revanche, parler aux électeurs qui nous ont quittés, beaucoup viennent de chez nous. Tous ces partis sont dans l'Assemblée nationale, donc quelque part, ils sont des partis qui participent au travail républicain, mais nous n'avons pas la même idée de la République. Aurore Malval, Nicolas Sarkozy essaye d'enterrer un peu plus cette idée du Front républicain ? Alors, il l'avait déjà attaqué un petit peu, déjà en rencontrant justement Jordan Bardella. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, j'avais le sentiment d'ailleurs à l'époque de cette rencontre qu'il faisait aussi beaucoup pour embêter un petit peu Bruno Retailleau. Ça avait été assez mal vécu, en tout cas dans le camp de Bruno Retailleau, lorsqu'il avait dit qu'il n'y avait aucun candidat naturel pour la droite actuellement et qu'effectivement, elle devait rassembler plus largement et qu'il n'était pas question de ce cordon républicain, de ce cordon sanitaire qui avait été théorisé d'ailleurs par Jacques Chirac après l'élection de 2002 contre Jean-Marie Le Pen. C'est vraiment là où il y a un basculement, je dirais, très en bloc de la droite républicaine vis-à-vis du Front National à l'époque, parce qu'avant, dans les années 80-90, c'était pas du tout aussi clair et cette union des droites, elle existait de façon sporadique justement lors d'échéances locales. Donc effectivement, Nicolas Sarkozy, il donne un coup de plus de canif, il parle de cette conversation qu'il a eue avec Marine Le Pen, il la rassure et on a le sentiment effectivement... Alors, qu'il enterre un peu plus l'union des droites, mais surtout qu'il dit... Le Front républicain. L'union des droites, excusez-moi. Pas vraiment enterrée. Et que justement, en fait, cette union des droites, il continue à laisser entendre qu'elle doit se faire, mais toujours au profit quand même de la droite. Et il n'entend pas que la droite se range derrière le Rassemblement national. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ce qui se passe dans sa famille politique. Depuis la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007 et puis surtout depuis sa défaite en 2012, eh bien, les leaders de droite continuent à penser qu'ils vont pouvoir réaliser la même OPA sur les voix de l'extrême droite qu'a réalisé Nicolas Sarkozy. Car quand même, Yves, Nicolas Sarkozy écrit dans ce livre, je le cite, « Le chemin de la reconstruction de la droite ne pourra passer que par l'esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème. » C'est un pas vers l'union des droites. Oui, avec le RN. Oui, simplement, comme ça a été dit, là, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est le Rassemblement national qui absorbe les LR. C'est-à-dire que si les LR vont dans cette direction... je donne pas cher de leur peau, ils disparaissent très très vite et M. Retailleau peut passer à autre chose, faire autre chose, et puis les uns et les autres peuvent dissoudre leur mouvement, parce que c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que si jamais il y a cette union qui se profile, eh bien elle se fera au bénéfice du Rassemblement national. Est-ce que c'est ça qu'une partie de la droite française veut? J'en suis pas persuadé, parce que je suis désolé, mais il y a une partie de la droite aussi qui regarde quel est le programme économique du Rassemblement national. Et le programme économique du Rassemblement national, il est quand même pas très fréquentable. C'est un programme qui est pas très loin de quoi qu'il en dise, de la France insoumise, par certains aspects. D'ailleurs, ils ont voté pour le PLFS, pour le projet de loi de finances, certaines dispositions qui ressemblaient... Avec des hausses de fiscalité. Avec des hausses de fiscalité complètement déraisonnables. Donc...
je ne suis pas persuadé, si vous voulez, à commencer par l'invité que vous aviez avant nous, je ne suis pas persuadé que ce soit cette droite-là qui les inspire. Finalement, l'objectif du patron du Parti Les Républicains, Bruno Retailleau, c'est d'essayer de capter l'électorat du Rassemblement national. Oui, il le dit, faire l'union des droites, mais sur le terrain. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est aussi l'objectif qui est un petit peu au Rassemblement national également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit? D'ailleurs, elle dit que son parti n'est ni de gauche ni de droite, donc elle ne va surtout pas prôner une union des droites, à la différence, par exemple, des zémouristes, du parti Reconquête. Et elle espère qu'elle va finir de ramasser les derniers électeurs de la droite traditionnelle qui lui manquaient pour justement passer au-dessus de la barre des 50%. Bruno Retailleau, lui, il espère aussi bien pouvoir ramener dans son giron en fait les électeurs LR qui sont partis au Rassemblement national. Et c'est vrai que sur le programme, il n'y a quand même pas grand-chose qui les différencie aujourd'hui. Il y a beaucoup de thématiques sur la question de l'immigration, sur la question aussi du régalien, globalement, de la restauration de l'autorité de l'État, etc., où le Rassemblement national et les LR ont des positions assez similaires. On finit en parlant de laïcité, puisqu'on fêtera demain les 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité, qui garantit, je le rappelle, la liberté de conscience, le libre exercice du culte et la neutralité de l'État. Et hasard du calendrier, Jean-Luc Mélenchon était auditionné ce week-end par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les liens supposés entre son parti, la France Insoumise, et l'islamisme radical. Des accusations qu'il a rejetées en bloc. On l'écoute. Évidemment que notre mouvement n'acceptera jamais l'entrisme religieux, ni de confier des responsabilités à quelqu'un qui dirait « je le fais parce que je suis catholique et je vais expliquer les vertus catholiques ou les vertus juives ou les vertus protestantes », qui sont des vertus respectables et qui n'ont rien à faire dans notre organisation, ni dans nos candidatures. Donc sur ce plan, je ne crois pas que... Mais si vous avez des difficultés à nous signaler, faites-le. Yves Tréhard, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas été vraiment inquiété par cette commission d'enquête lancée par Laurent Wauquiez sur de supposées atteintes à la laïcité de la France insoumise. Pour vous, Jean-Luc Mélenchon fragilise vraiment la laïcité aujourd'hui ? Je ne sais pas s'il fragilise la laïcité. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne décourage pas, je dirais, une certaine forme de militantisme à caractère islamiste qui s'apparente quand même à une action politique, je dirais, et à un entrisme qui est flagrant. Et on ne peut pas dire que la France insoumise s'y oppose de façon claire et nette. Je veux dire, le discours de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est radicalement différent de celui qu'il tenait il y a 10-15 ans. Donc on ne va pas nous raconter d'histoire, on n'est pas complètement idiot. Et Jean-Luc Mélenchon, qui est un politique madré, c'est manier, je dirais, l'entourloupe. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut défendre la loi de 1905, qui est une loi cathédrale, je dirais, pour employer un oxymore, mais qui est une loi tout à fait essentielle, pas toujours comprise, c'est vrai, notamment aux États-Unis, dans beaucoup de pays émergents également, mais qui est une loi tout à fait nécessaire, essentielle, et il faut vraiment que la France se fasse respecter à partir aussi de cette loi. Aurore Malval sur la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, je vais peut-être poser même la question à l'inverse. Quand on a du côté de la droite des propositions d'interdiction du port de signes religieux dans l'espace public, notamment pour les mineurs de moins de 18 ans, quand la France Insoumise s'oppose à ce type de proposition, au titre de la liberté d'exercice du culte dans l'espace public, justement, est-ce que ce n'est pas une défense de la laïcité ? Alors, oui, enfin, encore une fois, la laïcité, elle est souvent mal comprise et aujourd'hui, elle est aussi, je dirais, sujette à des instrumentalisations de part et d'autre. La laïcité n'est pas une fin en soi. La laïcité est la condition, justement, de réalisation de la promesse républicaine française, de la devise liberté, égalité, fraternité. C'est grâce à la laïcité, justement, qu'on y parvient. C'est parce qu'on enlève, on sépare l'État de la religion et des influences que la religion pourrait avoir sur l'État, qu'on peut justement faire émerger des citoyens libres et égaux. Et effectivement, lorsqu'il y a des mesures, et aujourd'hui, une partie de la droite, et je pense que Laurent Wauquiez se range un petit peu dans cette catégorie lorsqu'il fait ses propositions,
s'appuie sur la laïcité pour porter des coups systématiques contre la même religion qui est l'islam. Et lorsqu'on propose effectivement d'interdire le voile dans l'espace public, ça n'a pas grand sens au regard de la laïcité, parce que la laïcité justement protège l'exercice aussi des cultes et n'interdit pas les signes religieux dans l'espace public. Il l'interdit pour les représentants de l'État dans les services publics ou dans les lieux qui sont des sanctuaires républicains comme l'école. Effectivement, c'est hors de propos. Et quand on voit cette loi, si on l'appliquait, je vois mal, encore une fois, ce serait peut-être pas une entorse à la laïcité, mais en tout cas à la promesse républicaine de liberté et d'égalité des citoyens, si des policiers venaient contrôler les papiers d'identité de jeunes femmes dans l'espace public pour savoir si elles sont majeures ou non et si elles ont le droit de porter le voile. Donc ça ne bénéficierait pas à la laïcité. Et puis en ce moment, on parle beaucoup de laïcité à propos des crèches de Noël dans les mairies. Yves, dans certaines villes, notamment à Béziers, la ville dirigée par Robert Ménard, c'est un problème de laïcité quand un maire met une crèche de Noël dans sa mairie ? Écoutez, il ne faut pas quand même non plus être ridicule. On est d'une culture judéo-chrétienne. La France est un pays judéo-chrétien. Le fait qu'il y ait, moi sincèrement, qu'il y ait une crèche ici ou là dans une ville ou dans un bâtiment public, sincèrement, ça ne me choque pas du tout. On sait aussi pourquoi Robert Ménard le fait. Il a aussi, il a aussi son caractère provocateur, on le connaît. Mais bon, cela dit, il n'est pas le seul. Il y a d'autres maires, j'imagine, qui font ça en toute bonne foi. Mais moi, sincèrement, ça veut pas. Je veux dire, il ne faut pas qu'on renie non plus nos origines judéo-chrétiennes. On est un pays judéo-chrétien. On ne va pas dire le contraire. Donc, il ne faut pas exagérer non plus, quoi. Aurore, des crèches installées dans les mairies par des maires dans nos communes, est-ce que ça vous pose problème en termes de neutralité de l'État ? Oui, enfin, je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à faire comprendre et appliquer cette loi de 1905. Et le problème, c'est que ces initiatives prêtent le flanc ensuite à justement un petit peu l'expression d'un deux poids deux mesures. Alors effectivement que la région, la religion catholique est sur le sol français depuis très longtemps et n'a pas du tout l'historique qu'a l'islam. Cependant, on voit bien qu'il y a à chaque fois, à la fin de l'année, cette espèce de concours de qui fera la plus grosse crèche dans sa collectivité entre certains maires de droite. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, ça jette le discrédit sur ensuite tout ce qui peut se passer parce qu'à ce titre-là, c'est une brèche, c'est un petit coup de canif. Alors on dira c'est pas très important, mais c'est quand même important. Alors on reste dans le thème de la crèche de Noël pour finir avec l'histoire du jour qui d'ailleurs, Yves, est racontée par le journal Le Figaro à propos de la foire aux santons de Marseille. Les santons, ces petites figurines qui viennent décorer les crèches de Noël et les maisons pendant les fêtes de fin d'année. Et la foire aux santons de Marseille, c'est une institution. Elle s'organise chaque année sur le Vieux-Port depuis plus de 220 ans. 400 000 visiteurs y sont passés l'an dernier. Cette année, 21 artisans santonniers y sont présents pour vendre leurs créations. Et il y en a pour tous les goûts. Vous avez les santons classiques pour la crèche, les santons historiques comme Napoléon, Charles de Gaulle, mais aussi les santons originaux. Jean-Claude Duss, le fameux personnage des Bronzés font du ski dans sa célèbre combinaison orange à son santon. Le professeur Raoul, bien sûr, à son santon depuis la période du Covid. Mais aussi le santon de Bernard Tapie a beaucoup de succès cette année dans la cité phocéenne. Alors Claude, un santonnier interrogé dans le journal Le Figaro, l'affirme, je le cite: tous les santons de la foire de Marseille sont faits en Provence. Il faut d'abord les mouler, puis les faire cuire. Avant de les peindre à la main, il faut une journée pour peindre environ 4 santons. Et donc pour les enfants qui voudraient apprendre ce savoir-faire ancestral, tous les mercredis, une santonnière vient à la foire de Marseille et montre comment mouler ses propres santons. La foire des santons de Marseille, c'est jusqu'au 4 janvier 2026. Yves, vous êtes plutôt santon classique ou Jean-Claude Duss ? Plutôt classique. Ça va ? Classique. Voilà, on reste dans le classicisme pour les santons. Merci beaucoup d'avoir participé à ce club. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et demain, vous retrouvez Oriane Mancini aux commandes de la matinale. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.